Moi, je peux parler comme ça? Pouf pouf. Allez, zou. Lida. Ça te va? Eh bon, on y va. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui aujourd'hui se fait une petite session vidéo club à l'occasion de la sortie coup sur coup en DVD des films Imitation Game et Une merveilleuse histoire du temps, deux biopics sur deux grands totems de la geekerie internationale, Alan Turing et Stephen Hawking, respectivement interprétés par Benedict Cumberbatch et Eddie Redmayne, qui ont bataillé pour l'Oscar du meilleur acteur cette année, duel remporté en l'occurrence par Redmayne. Mérité ou pas, on va se poser la question autour de la table pour en parler. Charline Roux, salut. Salut. Daniel Andreev, salut Daniel. Salut. Et Alexandre Arvaud, bonjour Alex. Bonjour Thomas. Et le public autour de nous ici au Tank évidemment. Allez, science avec ou sans conscience, c'est Nos Ciné épisode 4 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. S'il y a bien une figure incontournable dans la mythologie scientifique moderne, c'est Stephen Hawking, le physicien iconique, grand spécialiste de l'univers et monument de la culture geek qu'on voit régulièrement apparaître dans des univers aussi variés que ceux des Simpsons ou de South Park, lourdement handicapé parlant via une synthèse vocale devenue elle aussi culte. La vie de Hawking n'est pas banale et c'est le sujet d'une merveilleuse histoire du temps, le mélo très emprunté signé James Marsh qui sort en DVD avec Eddie Redmayne, oscarisé pour l'occasion dans le rôle titre, accompagné à l'écran par Emily Watson et Felicity Jones. It's called motor neuron disease. Life expectancy is 2 years. I want us to be together for as long as we've got. It'll affect everything. He has pneumonia. The only way he will survive will be to give him a tracheotomy. He will never speak again. Yes, he will. My name is Stephen Hawking. It's American. On pouvait difficilement se passer de la voix du robot pour commencer. Nos trois camarades autour de la table sont très courageux. Ils ont vu une merveilleuse histoire du temps dans la douleur, n'est-ce pas Charlie? C'est-à-dire que je maudis l'émission depuis. J'ai perdu 4 heures de ma vie que je ne retrouverai jamais grâce à ces deux films. Les deux carrément, on va commencer par le premier. Les jeux de mots, Une merveilleuse histoire du temps, qui s'est donc arrêté apparemment pendant toute la durée du film. C'est un cauchemar. On peut lancer tout de suite l'alerte naphtaline. C'est-à-dire que plus emprunté, plus je sais pas comment dire, c'est plein d'affêteries à la fois parce qu'il y a une espèce de narration très étrange où il y a des scènes tournées en Super 8 ou un peu genre film de famille, etc. C'est la scène d'ouverture et de drague la plus longue de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. Il est très peu question de science, autant le dire tout de suite. Oui. Il y a une utilisation de la musique qui est absolument insupportable. On en a eu un petit aperçu dans l'extrait. Ah non, mais c'est-à-dire qu'il a acheté des kilomètres libres de droit de musique de violon. C'est-à-dire qu'à tout moment, ça arrive. La scène de l'accident, enfin, on va dire de l'accident, le moment où Stephen Hawking tombe et donc du coup on se rend compte qu'il a une maladie. Je pense que la jurisprudence $1 million Baby a agi à ce moment-là. C'est-à-dire que musique, paf, chute, bruit de chute. Voilà, comme ça, tout est ça fait très bon gif animé quand même. J'ai envie de remonter cette scène avec la musique de Benny Hill. Non, c'est un cauchemar absolu en fait. Vraiment, c'est très très long. Alors après, effectivement, on va pas non plus. Le point positif, c'est que je trouve que Redmayne s'en sort pas si mal en fait, ouais. dans le rôle du personnage qui est à la fois hyper drôle, hyper mignon et en même temps complètement geek, mais que c'est long quoi. C'est hyper long, c'est horrible en fait. Pardon, navré. Daniel. Alors, il faut bien trouver quelque chose de positif dans des films pourris. Et je crois que j'ai essayé d'en trouver. Elle a de belles robes. Felicity Jones a de belles robes. Elle a de très belles robes, ça c'est sûr. Et puis il y a quand même Matt Murdock d'Ardeville qui joue le rôle des petits chanteurs à la croix de bois. Tout d'un coup tu l'as vu tabasser des mecs et tout d'un coup il débarque. Charlie Cox. Avec une frange et une mini vague. Et ouais, il est un peu moins badass que dans Daredevil. Et puis surtout il y a le caméo le plus improbable du cosmos. Il y a Franck Leboeuf qui débarque en plein milieu du film. Et moi, au moment où Franck Leboeuf a débarqué, genre le film est devenu complètement un autre objet. Genre c'est plus du tout le même truc. Non, c'est vrai que c'est assez insupportable et c'est même assez embarrassant tous ces films qui sortent tous en même temps au moment des Oscars en fait. Oui. Et, tu sens qu'ils veulent tellement avoir les Oscars mais ils essayent un peu la modestie, genre ouais non on fait que du perfacting et tout ça. Ça passe très très mal et surtout à la revisionnage quelques mois après c'est assez atroce ouais. Moi
Conseille pas. Pas recommandé. Alexandre. Bah écoute, je vais pas faire ma voix dissonante pour le coup, parce que quand même, effectivement, je trouve ça assez horrible. Moi déjà, le film, à niveau personnel, m'a un peu choqué. Limite, il aurait fallu des trigger warnings avant, parce que j'ai fait maths sup, maths P, terminal S, donc dès qu'il y a de la craie, des équations et des intégrales triples sur un tableau, j'ai un peu de stress post-traumatique et je palpite un peu. Non, mais plus sérieusement, en fait, j'ai trouvé vraiment que le merveilleuse histoire du temps, j'avais l'impression de voir une origin story d'un film de super-héros pourri, d'avoir une préquelle, un peu comme X-Men First Class, où on voit c'est comme ça que professeur Xavier se fait clouer dans un fauteuil roulant. Bah là c'est pareil en fait, le truc c'est que les mecs vont s'apesantir sur d'abord sa maladie quand elle se déclare, et puis après ce qui nous donne l'occasion de voir Franck Leboeuf, la scène où il a un accident en France et où il va faire une trachéotomie et donc perdre l'usage de sa parole. C'est genre, c'est comme ça qu'il a eu sa voix de Daft Punk, c'est comme ça qu'il a eu ses 4 roues motrices, et on en a rien à foutre, Mais in Bordeaux. In Bordeaux. C'est absolument atroce, puisque le mec il a un malaise en plein opéra. Il est en train de regarder du Wagner pendant que sa meuf est en train de se taper donc Charlie Cox sous une tente, et c'est filmé mais d'une manière très pédante, un truc super prêchi-prêcha. C'est assez intolérable. C'est vraiment la pire scène du film. Ouais. Non, mais qu'ils aient voulu vraiment diluer le côté scientifique par la romance, pourquoi pas, mais à ce point-là et s'apesantir de manière pas assez impudique sur sa maladie et tout, j'ai trouvé que c'était assez naze. Et Redmayne, alors l'Oscar mérité ou pas ? C'est typiquement un rôle à Oscar, quoi. Si tant est que les Oscars récompensent vraiment les meilleures performances, là il y a quand même tout ce qu'il faut pour que, ça hurle Oscar quand on regarde le film. C'est presque une caricature. Ouais. Moi, mais il est pas mauvais, hein. J'ai pensé aux scènes de Tropic Thunder, Tonnerre sur les tropiques, de Ben Stiller, où t'as Stiller qui fait son Sean Penn en jouant un handicapé mental, et il dit I went full retard, parce qu'il joue à fond l'handicap mental, ou Robert Downey Jr. qui se pigmente pour devenir black. On est limite dans cette optique-là, quoi, dans cette exagération de la performance oscarisable. Je trouve que Stephen Hawking était vachement mieux joué quand il était joué par Stephen Hawking dans l'épisode des Simpsons ou dans Big Bang Theory, où il joue lui-même son propre rôle, et là effectivement il est imbattable, mais tu vois que finalement ça reste qu'un acteur qui fait de son mieux, quoi. Non, mais en plus il y a une espèce de culpabilité à pas trouver le film bien, parce que le personnage est tellement admirable, et en même temps il n'y a pas grand chose de très dans ce qu'il racontait, c'est juste la manière dont c'est amené. Il couche avec l'infirmière quand même. Il couche avec, dans le film qui est quand même très moral, il couche avec l'infirmière car sa femme s'éloigne. Alors, c'est pas... la problématique du film, c'est est-ce qu'il peut avoir des relations sexuelles ou pas. C'est la seule chose que le film répond. C'est la seule question auquel le film répond. Donc oui. Ouais, non. Il y avait pas mal d'enfants. Et vraiment, alors je sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais Hawking a été interprété par Benedict Cumberbatch dans un téléfilm sur la BBC que j'ai vu et qui est quand même infiniment plus regardable. Voilà, donc si on veut voir un bon biopic de Hawking, autant voir celui-là sur Amazon UK ou BitTorrent. Il y a un bon documentaire aussi dans les années 90 sur Hawking, sur la vision, une vraie approche de sa science de point de vue visuel, et vraiment, ça vaut vraiment le coup d'être vu. Comparé à ce truc, la science, ils s'en battent les couilles. Excusez-moi, tu vois pas de science vraiment dans ce film. Et ce truc, comme tu dis Daniel, c'est une merveilleuse histoire du temps, donc ça se trouve facilement en VOD, en DVD, si vous en avez le courage. On continue, deuxième étape. Excusez-moi, vous vendez bien des cassettes vidéo ? Ouais, vous cherchez quoi ? Le petit toutou tout fou. Une seconde, j'ai la boîte de distribution au téléphone. Je vais vérifier qui l'a. D'accord. Allô, oui, c'est RST Vidéo. C'est pour une commande. Ouais, une cassette de chaque pour les titres suivants. Le Con d'Hélène, Vaseline Connexion, mais là, moi, il faut pas. Ramène-moi tous les tuyaux. Oui, enfin, que au garde à vous dans tous les trous. Ouais. Quittez pas, c'est quoi déjà le titre ? Ça s'appelle Le petit toutou tout fou. Voilà, vous l'avez compris, on est dans une spéciale vidéo club, d'où cette petite référence à Clerks. Moins connu du grand public mais tout aussi fameux, Alan Turing, considéré comme le papa de l'informatique moderne, a lui aussi eu le droit à son biopic incarné par le chéri de ses dames, Benedict Cumberbatch, l'envoûtant Sherlock de la BBC, qui a aussi donc joué Stephen Hawking comme l'a rappelé Alexandre. Ce film, cette Imitation Game réalisé par Morten Tildum, qui retrace donc la vie de ce mathématicien de génie qui, après une heure de gloire fameuse pendant la guerre où il parvient à craquer Enigma, la machine à chiffrer les communications des nazis, il est rattrapé par une société qui ne tolère pas son homosexualité et finit par se suicider. If you speak a word of what I'm about to show you, you will be executed for high treason. It's beautiful. It's the greatest encryption device in history, and the Germans use it for all communications. Everyone thinks Enigma is unbreakable. Let me try, and we'll know for sure. Mr. Turing, do you know how many died because of it? I don't. 3. While we've been having this conversation.
Gros succès critique à l'étranger pour Imitation Game, notamment au Festival de Toronto. Plus timide en France, un presque Oscar pour Cumberbatch. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, Alexandra ? Alors, je vais en dire du bien parce que je crois savoir que mes camarades vont en dire du mal. Moi, je l'ai trouvé bon. Évidemment, c'était pas très difficile d'être appréciable après avoir vu, parce que je l'ai vu juste après avoir vu Une merveilleuse histoire du temps. Mais au-delà de la comparaison entre biopic de nerds, j'ai trouvé que le film avait d'énormes qualités, parmi lesquelles le fait de ne jamais oublier de recontextualiser l'action. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit via l'usage d'images d'archives ou la création complète de scènes qui durent vraiment une poignée de secondes, mais qui montrent des sous-marins, des bateaux de ravitaillement en train de se faire exploser, ou le bombardement de Londres, on n'oublie jamais qu'en fait, finalement, Turing et sa bande, c'est les 7 mercenaires, mais version nerds devant des tableaux et en train de faire des expériences. Et c'est-à-dire qu'en fait, mine de rien, en termes de sauvetage, en termes d'héroïsme, ces gens-là font plus et ont plus fait pour gagner la guerre que la bande à Brad Pitt dans Fury, même si ils butent pas d'Allemands à bout portant et dans un tank. Donc j'ai trouvé que c'était un parti pris de ne jamais oublier le contexte de la Seconde Guerre mondiale qui était plutôt bien choisi. Et tout le film est construit un peu comme un film d'espionnage, un film, pas un polar mais presque. Donc ça, j'ai trouvé que c'était plutôt bien foutu. Bon, Cumberbatch est top, mais en même temps, ça fait un petit peu redite du personnage de Sherlock pour le côté un peu geek asocial. Et enfin, un dernier truc qui m'a bien plu, c'est que son homosexualité et les conséquences dramatiques que l'intolérance anglaise a eues sur sa vie n'est pas occultée, mais n'est pas non plus mise au premier plan. C'est-à-dire que c'est pas comme l'handicap de Hawking dans Une merveilleuse histoire du temps. Je suis pas en train de comparer une maladie dégénérative avec l'homosexualité, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de caractéristiques individuelles, c'est pas mis à tout bout de champ comme un espèce d'étendard. D'ailleurs, ça avait choqué certaines personnes que dans la bande-annonce, ce soit un petit peu passé sous silence, mais c'était pas du tout une sorte de fausse pudeur ou voire même d'homophobie latente de pas montrer cette facette-là du personnage dans les bandes-annonces. La bande-annonce, elle est fidèle au film. Le film parle de son homosexualité, c'est même le point d'orgue de l'histoire, mais c'est plutôt ses avancées scientifiques, son travail en tant comme de science qui est mis en avant, plus que le côté intime. C'est un choix, c'est un parti pris, et moi je le trouve plus que respectable. Charlie ? Alors, je suis une Cumberbatch et je me suis ennuyée fermement pendant 2 heures. C'est dommage. Alors, point positif, pour une fois, Keira Knightley ne joue pas toutes les émotions par le nez, c'est-à-dire tout en dilatation de narine. Elle est plutôt bien, plutôt sobre. Voilà, ce sera le point positif. Pour le reste, moi j'en peux plus. Il y a un mec à Hollywood qui a pondu un patron, comme on fait pour la couture, pour dire voilà comment on fait un biopic. Donc déjà la règle de base c'est la triple temporalité, on va tout vous faire. Donc ça commence par une scène que vous retrouverez à la fin. Vous allez passer par des flashbacks pas trop lointains, et puis il y aura forcément une scène où le flashback d'enfance, le trauma, le voilà. J'en peux plus. On peut pas raconter l'histoire d'Alan Turing comme on a raconté l'histoire de Ray Charles, comme on a raconté l'histoire de Johnny Cash. On n'en peut plus. Les albums de Turing sont moins bien en plus. Oui, c'est ça déjà. C'est insupportable. C'est toujours la même structure narrative. Et alors un film qui débute par une voix off qui fait Pay attention. Ah, je suis partie. Pardon, excusez-moi. Là, c'est trop. Puis il y a les inévitables cartons de la fin qui te disent ce qui s'est passé après. Mais non, mais ça suffit quoi. Ouais, écoute, il n'y a pas grand-chose. Le problème, c'est que filmiquement, c'est vraiment pas très bien et il y a un manque de subtilité énorme. Dans le sens où c'est filmé ce que j'appelle c'est les films à l'anglaise où tu sens que le mec il va dire je sors de la pièce et il sort pour annoncer qu'il sort de la pièce. C'est un petit côté BBC un peu foireux, enfin dans le pire des cas, et il y a un manque de subtilité infini quand tout d'un coup le mec il y a Mark Strong que je trouve un acteur super qui lui fait je vois que tu as eu une enfance difficile, hop, ouverture du flashback. C'est d'une non, genre est-ce que tu peux mettre des signaux plus évidents, et comme Alex le faisait remarquer, le coup de l'homosexuel, alors c'est vraiment un parti pris très particulier ils ont choisi vraiment d'évoquer son homosexualité sans jamais la montrer. Il n'y a que des gens qui en parlent, et c'est très très bizarre. Moi ça m'a dérangé, mais en fait si tu acceptes ce parti pris ça peut être pas mal. C'est pas un film. On peut surtout parler de la scène. Ça manque de nazis aussi. La scène où il craque le code, l'énigme. Mais excusez-moi, mais c'est une résolution de Scooby-Doo. C'est-à-dire qu'ils sont dans un bar, ils parlent d'un truc et d'un seul coup il a un flash. Genre, mais ça y est, mais c'était ça. Le problème, c'est que quand je vois des mecs dans une salle qui craquent des codes, moi ça me fait penser au sketch des Monty Python où ils craquent le gag le plus drôle du monde et qu'ils envoient aux Allemands qui fait Gershprout. Ça mérite un peu plus quand même. Enfin, je sais pas. Moi, s'il y a des nazis qui meurent de rire, moi je suis pour. L'histoire est passionnante. Ouais, mais il y a un truc qui est de toute façon
façon inhérent à tout ce genre de film-là, c'est qu'en fait, quand on parle d'un scientifique et quand on parle l'action principale qui va déterminer le fil de l'histoire avec un petit H comme avec un grand H, quand c'est une découverte intellectuelle, comment tu mets ça en scène ? En général, c'est... avec un tableau et des craies. Voilà, un tableau, des craies, un montage rapide, machin, le mec s'excite et tout. Et il n'y a pas moins cinématographique que ça. Même un sentiment comme l'amour peut au moins être mis en image par du cul et autres. Mais là, les résolutions purement intellectuelles, bah oui, ça passe toujours par le moment Eureka, vite je file sur mon tableau Velleda ou mon tableau de craie, je fais tout. C'est le truc un peu anti-cinématographique par excellence, mais je trouve que le film s'en sort pas si mal. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que le film est signé par Morten Tyldum, et qui n'est pas un réalisateur briton de l'écurie BBC ou quoi que ce soit. C'est un Norvégien, si je ne m'abuse. Il avait fait un polar avant qui s'appelait Headhunters. Et en gros, c'est un choix de réalisateur assez curieux parce qu'il n'a pas un pédigré qu'il destinait à faire un biopic de scientifique. Et c'est justement, à mon avis, le choix qui a été fait pour le mettre à la barre de ça. C'était son côté film de genre avant, ce qui explique ce qui, moi, m'a plu, le côté espionnage, truc de trahison, faux semblant. Communistes cachés et tout. Communistes cachés, et qui est plutôt, à mon avis, assez réussi. Daniel. Bah, écoute, moi, j'ai bien aimé l'histoire. Enfin, c'est cette histoire que je connaissais assez peu, en fait. Mais à chaque fois que je voyais ça, je me disais, mais quand est-ce qu'ils vont faire un vrai biopic, un vrai truc intéressant sur Nikola Tesla ? Parce que c'est lui vraiment le badass de la science. Moi, je veux un biopic sur Nikola Tesla où il est vraiment badass et pas joué par Bowie comme dans le Prestige. Ouais. Et encore un biopic sur les Bogdanov, surtout. Ça, c'est une bonne idée. David Fincher avec un seul acteur qui jouerait les deux. C'est malade. Que de belles idées en perspective. Voilà pour Imitation Game, lui aussi. Comme une merveilleuse histoire du temps, il est dispo en DVD, en VOD. On le conseille quand même un tout petit peu plus que le premier. Pour terminer, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs, 2 minutes chacun pour convaincre. On reste dans le thème si possible, science et dérivés. Daniel, tu commences. Alors, c'est science, hein, c'est pas les biopics. Alors moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va prendre ? Parce que j'ai une passion pour le cinéma japonais, l'animation japonaise, et il y a toujours les savants fous. Et je me suis dit, merde, Akira, le classique des classiques, mais si tu regardes ce qui se passe dans Akira, c'est exactement ce qui se passe. Donc Akira n'est pas de la science-fiction maintenant, c'est de la science. Puisque le coup des pilules qui changent le comportement des cerveaux, ça y est, on y est. Et puis surtout, le truc plus incroyable, c'est qu'ils avaient prévu que les Jeux Olympiques allaient se dérouler en 2020 à Tokyo. Et c'est ce qui se passe. Donc est-ce que le futur n'a pas été écrit par Akira ? Et auquel cas, c'est vraiment un putain de drame, parce que bientôt le monde va exploser. Donc je recommande Akira, moto quand même, le classique des classiques, parce qu'il a écrit ce que nous allons devenir. Je précise que Daniel dit tout ça sur Akira avec les yeux un peu exorbités. J'ai un peu peur. Est-ce que tu attends le film aussi Non, absolument. Jurisprudence Dragon Ball. Ah ouais, non, exactement. On n'y croit pas trop. Alexandre. Alors, dès qu'il est question de science et de scientifique, il y a un personnage qui a été adapté 1000 fois au cinéma, c'est celui de Frankenstein, sachant que quand on parle de Frankenstein, on parle de Victor Frankenstein, donc le scientifique et non pas la créature de Frankenstein, adapté du bouquin de Mary Shelley, publié en 1818, d'après Wikipédia que j'ai sous les yeux. Et c'est vrai que parmi la quarantaine ou presque d'adaptations de plus ou moins farfelues de Frankenstein, on pourrait citer les super classiques de l'Universal, surtout le deuxième, La fiancée de Frankenstein. Mais comme on a parlé d'un genre qui est quand même très rigide, très sérieux, très ampoulé, autant finir sur une touche comique et donc conseiller Frankenstein Jr. de Mel Brooks, voilà, 1974, Young Frankenstein, écrit et interprété par Gene Wilder. Ouais. Il y a quand même un monument de la comédie, de la parodie, qui en plus d'être très drôle plus de 40 ans après, est aussi hyper beau. C'est-à-dire que c'est un film qui a été tourné volontairement noir et blanc, la couleur existait quand même à l'époque en 1974, mais avec une photo et un esthétique complètement inspiré des classiques de l'Universal et hyper léché, hyper beau, comme qu'on peut faire du LOL tout en étant joli. C'est vrai, c'est un chef-d'œuvre, je suis bien d'accord. Charline, pour finir. Alors, j'ai dit du mal d'une œuvre avec Benedict Cumberbatch, donc je suis contractuellement obligée d'en citer une autre. Dans le registre geek asocial, regardez plutôt les 3 saisons de Sherlock, la série de la BBC. Voilà, c'est nettement mieux traité, c'est plus intéressant. Et après, pour ce qui est des films vraiment scientifiques, vous m'avez posé une colle. C'est-à-dire, j'ai vraiment cherché des films que j'ai vus avec des mecs qui font des sciences. Et à part Un homme d'exception avec Russell Crowe, qui est aussi très mauvais, pour les recommandations, j'étais un peu bloquée. Donc j'ai cherché du côté des biopics, et en fait, si j'en ai trouvé un où on peut faire des biopics qui ne sont pas complètement chiants et bien mis en scène, Aviator, Scorsese, Leonardo DiCaprio, qui cette année-là s'est fait voler son Oscar par Jamie Foxx, qui jouait donc dans un autre biopic, l'infâme Ray. Ça, la boucle est bouclée, merci beaucoup. Notre temps est écoulé, merci à tous les trois, merci à Jules Croix à la technique, au temps et au public pour l'accueil. Prochain Nos Ciné
On parlera de Tsui Hark, grand seigneur du cinéma hongkongais qui nous revient avec un film choc, La bataille de la montagne du tigre, l'occasion de faire le tour de sa longue et prolifique carrière. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, Mixcloud, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle Nos Ciné à chaque fois et on vous dit à la semaine prochaine.